Garrigues, par exemple, là-bas, on n'aurait jamais pu faire de vigne s'il n'y avait pas eu l'eau. On est motivé parce que quand même, sur le village, on a besoin d'irriguer les vignes, les jardins, tout ça. Ce qui nous plaît du côté d'irriguer, c'est quand même agréable quand on plante une culture comme là, le maïs, on la voit pousser, on la voit évoluer, on la voit vivre en fait. On va dire quelque chose qui soit plaisant, parce que c'est quand même une activité qui est relativement difficile à appréhender dans de très bonnes conditions. Par contre, c'est quelque chose qui est absolument indispensable pour avoir un produit de qualité. C'est de l'accompagnement qui peut permettre d'avoir des cultures et des produits d'excellente qualité. L'irrigation, c'est le facteur déterminant de la production, si on veut faire une production économiquement rentable et qualitativement intéressante pour le marché. Ce qui me motive dans le fait d'irriguer, c'est de pouvoir contrôler la croissance des plantes, et donc le rendement, mais aussi la qualité, quelles que soient les conditions climatiques. C'est une nécessité d'irriguer. Bon. Pour nous, il y a deux types d'irrigation, je pense. L'irrigation quantitative qui peut permettre aux producteurs de trouver une rentabilité. Et puis l'irrigation plus qualitative qui peut permettre des années de grande sécheresse de trouver un équilibre dans les baies. Le goutte à goutte, pourquoi? Justement pour une gestion du temps, pour une question économique et respect de l'eau. Le premier, ce sont les tensiomètres qui permettent de contrôler l'humidité du sol à différents niveaux, sur différents postes. Deuxièmement, sur cette parcelle, par exemple, il y a un pépistat qui est installé. Le pépistat est un appareil qui mesure la croissance micrométrique du diamètre des branches et qui mesure en même temps donc, la demande en eau des arbres. On est avec de l'arrosage pendulaire, avec des micro-asperceurs. On a mis en place un système de programmation piloté ou par l'Icostat ou par tensiomètre dans les parcelles plein champ. Je pratique l'irrigation fertilisante principalement pour l'azote. Il y a une époque où je faisais de la tomate de conserve où alors là c'était du goutte à goutte et irrigation aussi phosphatée et potassique avec des engrais solubles. Systématiquement mon apport d'azote se fait dans l'irrigation. Voilà, ça permet de ne pas avoir de perte. L'irrigation, bien sûr, ça prend du temps parce que bon, au printemps, il faut remettre en route tout le réseau d'irrigation, vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Ensuite, il faut gérer son irrigation pendant l'été en fonction de la demande de l'arbre. Et à l'automne, bon, il faut bien sûr tout hiverner, tout remettre en ordre après une saison d'utilisation. On passe dans chaque rang pour déboucher avec une petite aiguille les micro-jets. Donc ça, c'est un poste à temps plein. On arrose très tôt le matin ou voire le soir. Sur le temps de travail, dans une journée, on y passe bien 4 heures environ. Dans notre activité, donc une activité de pépinière fruitière, donc qu'on peut assimiler à un élevage ou disons une maternité, on est avec une obligation d'irrigation de pratiquement 8 mois sur 12. On représente environ 30 à 35% de l'assolement selon les années et selon la totalité de l'assolement. Sur la totalité d'exploitation. Pour nous, le poste d'irrigation nous occupe, on va dire, à 50% du temps. C'est quelque chose qui nous prend beaucoup de temps, l'irrigation. Pour une autorisation, il faut que le syndicat général demande une autorisation générale pour irriguer à partir du mois de juin-juillet. Cette autorisation est donnée par l'INAO et la préfecture. Chaque déclarant devra après faire une déclaration personnelle et bien sûr évidemment pour ceux qui utilisent les cours d'eau devront faire une déclaration en mairie. Nous avons un problème de mise aux normes par rapport à aux demandes, aux attentes de la société et des différents organismes. Moi personnellement, ça ne me fait pas forcément peur d'avoir une réglementation sur l'eau à partir du moment où l'agriculture est entourée de toutes les structures qu'il faut. Contrairement à ce que parfois on peut entendre, je veux dire, d'irriguer, ça ne veut pas dire de faire des volumes de production complémentaires. Non, c'est une qualité de produit qui est à la meilleure gustative
et d'abord qu'il y ait une assurance. On est aussi contraint par rapport au climat, parce que lorsqu'il fait très très chaud, ben évidemment on irrigue beaucoup plus. S'il pleut, ça nous apporte de l'eau, ça nous permet d'espacer notre irrigation. L'irrigation pour nous c'est primordial. Notre exploitation sans irrigation, je pense, ne serait pas viable. L'irrigation des plantes ne doit pas être un sujet tabou. L'investissement en irrigation est très important. Parce qu'en fait, déjà, il y a tout le système de filtration, parce que l'eau arrive brute, donc il faut la filtrer. Ensuite, il faut la distribuer dans les parcelles, donc emmener l'eau dans les parcelles. Au sein même de la parcelle, il faut emmener l'eau au niveau de chaque arbre, avec des micro-jets qui sont installés au niveau de chaque pied. Donc qui dit irriguer dit plus de production, et plus de production dit aussi plus de main-d'œuvre. Donc le fait d'irriguer génère automatiquement une main-d'œuvre supplémentaire, déjà pour contrôler et suivre l'irrigation, mais surtout aussi pour enlever les récoltes des parcelles en question. On paye énormément de taxes au périmètre et on paye l'eau pas tellement cher. Il y a beaucoup de parcelles qui n'ont pas tellement d'irrigation et qui paient des grosses taxes à la surface. Au fond, le type qui utilise l'eau, c'est normal qu'il la paye le prix. Par contre, le type qui ne l'utilise pas, qui l'a simplement en réserve, c'est pas normal qu'il paye parce que c'est très cher, hein, la taxe à la surface. C'est un poste qui est assez lourd, qui s'amortit sur plusieurs années, mais qui s'amortit bien sûr avec une production qui va derrière, une qualité suffisante pour pouvoir rémunérer tous ces investissements. Nécessité de trouver un équilibre entre le développement végétatif et la qualité d'un fruit. Je pense qu'il ne faut pas attendre que la plante soit en dessèchement quasiment complet pour lui mettre de l'eau. C'est comme si nous on le mettait dans le désert et que 5 minutes avant de mourir, on nous donne 20 litres d'eau. C'est trop tard. Ce qui est important, c'est d'apporter une quantité d'eau régulière à l'arbre. Le plan de Beaumont-de-Pertuis, on ne peut pas se passer d'irrigation parce qu'aucune culture ne pourrait venir. Les blés ont monté à moitié hauteur puis se sont arrêtés là à cause du sec. Les terrains permettent d'avoir des bons rendements, mais à condition d'avoir de l'eau. Une plante qui a soif, elle ne pleure pas, mais elle crève. Chaque consommateur aujourd'hui consomme en moyenne 2000 à 2500 calories jour. Et pour produire une calorie alimentaire, il faut 1 litre d'eau. C'est-à-dire que chaque consommateur, en plus de l'eau qu'il boit, et en plus de l'eau qu'il utilise pour se laver, il consomme 2500 litres d'eau en moyenne par jour que les agriculteurs ont su prendre à certains endroits pour faire pousser quelque chose qui lui sert à son alimentation. Moi, je vois pas, enfin, quelques amandiers, quelques cerisiers, encore quelques oliviers. Et la vigne, quoi, ce sont des plantes qui sont typiques de chez nous, quoi. Ce sont une végétation qui est méditerranéenne, qui ne demande pas beaucoup d'eau. Eh bien, j'en serais resté certainement avec le même type de culture que ce que l'on voit dans les zones sèches, avec des cultures de type vigne ou autre, mais avec pas la possibilité de faire de la pépinière. Sinon, notre solution, c'était de déménager et d'aller voir ailleurs. Répondre à cette question est difficile parce que toutes les parcelles qui n'étaient pas irriguées ont été supprimées. Parce qu'économiquement, ce n'était pas rentable. Et donc j'ai directement choisi une exploitation où je savais qu'il y aurait des possibilités d'irriguer. Je dis que des terres comme ici, par exemple, s'il n'y avait pas eu irrigation, il n'y aurait rien. On a acheté cette exploitation, mes 2 frères et moi. Nous l'avons achetée sachant qu'il y avait de l'eau. Sinon, on aurait fait autre chose. Il n'y a que si la recherche un jour nous dit, bon, mais vous pouvez faire telle culture, il n'y a pas d'irrigation, il n'y a rien. La crainte serait plutôt le côté changement climatique avec des aléas. Le seul souci que j'ai pour l'avenir, c'est un peu la reprise des exploitations. À mon avis, si on veut faire évoluer l'agriculture dans un sens plus écologique comme on le veut actuellement, il faudra au moins doubler la population active agricole. L'eau va devenir est une chose vraiment primordiale. Et donc il va falloir la partager avec tout le monde. Mais il ne faudra pas oublier que l'agriculture est quand même un secteur important de l'équilibre d'un pays. Il serait normal qu'il y ait des politiques d'aménagement hydraulique prises en conséquence d'une façon beaucoup plus sérieuse que ça a été fait chez présent. Quand on nous dit on va manquer d'eau et ceci et cela, on est quand même à côté du Rhône.
On a quand même assez parlé à la Chambre d'agriculture qu'il fallait pomper un rhône pour venir. On n'est pas quand même à un endroit où on risque de manquer d'eau. Avez-vous une idée de la quantité d'eau nécessaire pour produire des fruits et des légumes? Alors je pense qu'effectivement il faut beaucoup d'eau pour produire des fruits et légumes. La quantité d'eau, non, mais je suppose qu'il faut de l'eau, oui, pour que les choses poussent. Je sais qu'il y a plusieurs légumes qu'il faut beaucoup d'eau par rapport à d'autres, mais bon, exactement, moi je suis que consommatrice, je ne suis pas productrice, je ne peux pas savoir. Qu'est-ce que vous en attendez en fait d'un tel marché de proximité? J'attends qu'il soit bon, qu'il n'y ait pas de produits, enfin, comme on peut trouver en hypermarché, qui ne viennent pas de pays étrangers, parce que là je sais que justement je leur achète et que je sais que ça vient de chez eux, je sais comment c'est produit, et du coup je sais que je mange un produit de qualité qui ne va pas être mauvais pour ma santé. Vous voyez, ils peuvent nous donner des astuces, et en général ils vendent les produits qui sont vendables, parce qu'ils savent que les gens, ils sont du coin et ils ne reviendront pas et puis ils le diront, donc non, et puis on est un peu chauvin, voilà, donc j'aime bien faire les marchés parce qu'au moins je sais que je trouve des produits de qualité qui ne sont pas passés dans le frigo. L'Agence de l'eau travaille sur 3 axes auprès des agriculteurs et des irrigants. Le premier axe va concerner la réduction des pressions de prélèvement. Le deuxième axe va concerner principalement tout ce qui concerne le maintien de l'irrigation telle qu'elle existe aujourd'hui. Le troisième axe de travail que nous proposons aux agriculteurs, c'est de réfléchir aux cultures en place. En effet, face au nouveau changement climatique, on peut se poser la question si les plantes en place sont bien adaptées à une irrigation. Il va falloir adapter nos modes de production, nos façons d'irriguer, d'être plus économes en eau, et surtout penser à ceux qui n'ont pas l'eau. Nous savons que l'eau est indispensable pour les agriculteurs, notamment dans l'égalité des chances pour les uns et les autres. Le Conseil général est vraiment partie prenante, c'est-à-dire pour accompagner l'agriculture, et plus particulièrement sur l'irrigation. Cette eau qui est là, qui nous tombe du ciel de façon irrégulière, provoquant quelquefois des excès qui sont dommageables pour notre métier, notre territoire, il faut qu'on sache la stocker ou la transporter pour la rendre utile et agréable au bénéfice de tout le monde. Thank you.